Studio Ahmadouba de Radio Sénégal, 22 heures sur vos antennes, et c'est votre journal. Au sommaire, au niveau de la Poste du Sénégal, la lettre a des difficultés pour passer, du moins si l'on en croit la version des syndicalistes. Mais ils ont marché ce jeudi. L'entreprise donc est au bord du précipice. Le syndicaliste maison est Salif Nying. Les postiers sont dans la rue pour dénoncer la politisation de la poste, pour dire non aux réformes entreprises par l'État, menacent les emplois des travailleurs. La prochaine étape, on va exporter le combat au niveau international, où en tout cas l'ensemble des organisations internationales auxquelles on est affilié se sont saisies de cette question-là. Voilà donc le courrier qui a été envoyé à la direction. Et puis la réponse ne s'est pas fait attendre. Membre de la cellule de communication, Elhadji Maram Faye. Il est totalement faux d'affirmer qu'un plan social est prévu par la Poste. Un plan social, s'il devait avoir lieu, doit être prévu par le gouvernement. Cette question n'a jamais été à l'ordre du jour. Aucun emploi n'est menacé. Il n'y a pas de plan social et un seul postier n'est pas susceptible aujourd'hui d'être sorti de perdre son travail. Et pendant ce temps, face à la troisième vague de la Covid-19, seule parade, c'est la vaccination à grande échelle, d'où la souveraineté sanitaire. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. C'est pour le Sénégal, avec l'impulsion du chef de l'État, notre perspective très bientôt de faire de la production vaccinale avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur va donc produire les vaccins contre la Covid-19. Et on est très avancé sur le sujet et je crois que le Sénégal, sur ce point-là, va être un champion à la matière. Bonne arrivée donc à tous ces vaccinés, mais également aux non-vaccinés. Mais on conseille en tout cas, allez vous faire rapidement vacciner. C'est une recommandation de Radio Sénégal. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Aux opérations techniques, cette nuit je suis avec le Baye Fall, Elhadji Baye Medoune Fall. Projet de loi portant modification du code électoral, le processus est lancé. Les députés ont procédé à l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2021. Il y aura donc d'abord la conférence des présidents qui sera suivie d'un passage en commission technique et enfin la plénière donc et le compte à rebours est lancé. Et d'ici probablement le 23 juillet prochain, ce sera dans la poche. Compte rendu Oumar Sonko. Mes chers collègues, j'ai reçu l'affaire suivante. Projet de loi numéro 18/2021 portant code électoral. Acte est donné, monsieur le ministre, au gouvernement du dépôt de cette affaire. Ainsi, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la présente séance et j'invite les membres de la conférence des présidents à se réunir immédiatement. C'est parti pour la session extraordinaire 2021. L'Assemblée va commencer par l'examen du projet de loi portant code électoral, mais avant, le projet va passer par les étapes nécessaires. Adji Mbargane Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, la session extraordinaire, c'est toujours pour un ordre du jour bien déterminé. Il n'y a pas de débat. C'est une session extraordinaire d'ouverture. Maintenant, nous allons rapidement à la conférence des présidents. Après la conférence des présidents, nous allons déterminer les dates pour la commission technique et nous allons également déterminer la date pour la plénière. Et c'est à la plénière qu'il y aura les débats et que la loi sera donc bien évidemment adoptée et votée. Même réaction du côté de l'opposition, on attend d'en savoir plus. Toussaint Manga. Pour le moment, on n'a pas d'appréciation particulière. Il va falloir attendre qu'on aille en commission, qu'on pose les questions nécessaires et qu'on puisse comprendre réellement quelles sont les motivations du gouvernement avec ce nouveau code. Après la conférence des présidents et les commissions techniques, l'Assemblée va communiquer la date de la tenue de la plénière. Le gouvernement sera représenté lors de cette réunion par le ministre de l'Intérieur qui va défendre cette loi. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 4 minutes après 22 heures, on ouvre à présent notre boîte postale. Ça ne va pas du tout au niveau de la poste. Les effectifs sont pléthoriques. Il y a une mauvaise gouvernance et une dette abyssale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les syndicalistes. Ils ont donc marché à Dakar, mais également à Fatick. D'abord ici à Dakar, nous allons entendre leur porte-parole. Il s'appelle Salif Nying. Il est au micro de Lala Babi.
Les postiers sont dans la rue pour dénoncer la politisation de la poste. Les postiers sont dans la rue pour dire non aux réformes entreprises par l'État qui, d'après nos informations, menacent les emplois des travailleurs. Nous avons saisi la direction générale. Nous avons également organisé une rencontre où on a réuni l'ensemble des acteurs de la poste et réfléchir sur la situation et proposer des solutions et des recommandations. Nous avons, à travers un mémorandum que nous avons remis au ministère de tutelle, le ministère des Finances, mais également la tutelle technique, le ministère des Postes et des Télécommunications, où nous avons condensé dans ce document un ensemble de recommandations pour pouvoir faire face à cette situation. Et que vous ont répondu vos autorités? Malheureusement, nous sommes au regret de dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu retour, en tout cas de ces correspondances-là qu'on avait adressées. Nous avons également adressé une correspondance à la plus haute autorité de ce pays, à savoir le président de la République. Et jusqu'à présent, il n'a pas réagi par rapport à nos différents courriers. La prochaine étape, aujourd'hui, on est en train de sensibiliser les travailleurs de la Poste. On va exporter le combat au niveau international, où en tout cas l'ensemble des organisations internationales auxquelles on est affilié se sont saisis de cette question-là, nous ont marqué leur solidarité et aujourd'hui ils portent le combat et ils sont en train de saisir tout ce qui est organisation internationale. Salif Nying, c'est lui donc qui a envoyé le courrier départ à partir de Dakar. Et puis le courrier départ à partir de Fatick, il s'appelle Xavier Colli. Il est au micro de Kharam Diagne. En résumé, les difficultés de la Poste, on pourrait parler justement de trésorerie. Aujourd'hui, nous traversons des moments très très difficiles. Il faut comprendre d'abord que la Poste est là pour la population. La Poste est là pour le Sénégal. Justement, dans ce cas précis, la Poste ne cherche pas de profit. C'est pour ça qu'on parle justement du service public. On parle du service public. Donc la Poste a le devoir d'être présente partout où le Sénégalais est présent. Il y a un geste qui vient de l'État, une rémunération qui doit provenir de l'État pour justement venir renforcer nos caisses. Et voilà pourquoi nous faisons appel au président de la République pour qu'il intervienne. Parce qu'il n'y a que le président de la République justement qui peut intervenir, qui peut injecter de l'argent dans cette entreprise qui nous est chère. La concurrence, certes, elle existe. La concurrence, elle est réelle. Donc justement, quand un État justement a une société nationale, qui te demande d'aller te présenter partout, à la limite, comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas faire des profits, mais c'est pour servir le public, donc l'État a le devoir justement de compenser cela. Xavier Colli et Salif Nying, votre courrier a été bien adressé par la direction de la Poste. Et d'ailleurs, cette direction qui rassure qu'il n'y a aucun plan de licenciement à l'ordre du jour. La direction garde le cap, c'est pour développer, comme on dit, l'entreprise. Il est membre de la cellule de communication de la Poste. Il s'appelle El Hadj Maram Faye. Il est au micro de Demba Malik Mbodj. La direction générale est dans une certaine dynamique et elle ne se laissera pas distraire. Je veux dire par là qu'il y a une dynamique qui est enclenchée à la Poste avec un groupe de syndicats différents et qui sont dans une certaine dynamique avec le gouvernement sénégalais et la direction générale de la Poste, pour que la Poste puisse recouvrir les créances qui lui sont dues par l'État sénégalais. Sur un autre registre, la direction générale, dans le cadre de l'innovation digitale et du replacement de la Poste au cœur du métier, a présenté la semaine passée 5 nouveaux produits, dans la perspective d'adapter la Poste aux besoins des clients. Alors la direction générale est sur une dynamique. Et rien ne pourra la distraire dans cette dynamique-là. Le syndicat parle d'une menace de suppression de quelques 4000 emplois. Qu'en est-il exactement? Il est totalement faux d'affirmer qu'un plan social est prévu par la Poste. Un plan social, s'il devait avoir lieu, doit être prévu par le gouvernement. Cette question n'a jamais été à l'ordre du jour. Le directeur général, la semaine passée, a fait une vidéo allant dans ce sens-là pour rassurer les travailleurs, leur dire qu'aucun travail n'est menacé, aucun emploi n'est menacé. Il n'y a pas de plan social et un seul postier n'est pas susceptible aujourd'hui d'être sorti de perdre son travail. Sur un autre registre, je voulais aussi expliquer clairement, parce que ce syndicat-là n'a jamais présenté de plateforme revendicative. C'est une façon pour eux d'exister. Radio Sénégal. 9 minutes après 22h. On va maintenant à Ziguinchor. Là-bas, l'université Assane Seck est sur tous les fronts. Dernier combat en date, cet atelier sur l'emploi et l'employabilité des jeunes Sénégalais. À l'issue de la réflexion engagée avec des partenaires de cette université, l'université Assane Seck va produire un document qui va répertorier toutes les potentialités de la région de Ziguinchor. Le vice-recteur, il est en charge de la coopération, le professeur Alassane Diatta est au micro de Younous Diédhiou.
L'atelier, c'est pour rassembler l'ensemble des enseignants, chercheurs et les membres du personnel, les partenaires sociaux pour réfléchir sur la possibilité de création de potentiels emplois, mais surtout l'employabilité des jeunes. Nous sommes convaincus qu'il y a deux pendants extrêmement importants qui sont très souvent oubliés par l'enseignement supérieur. En sus de la formation, on ne travaille pas assez sur le potentiel emploi et sur l'employabilité de nos produits de formation. Et si nous réussissons cet atelier en produisant des documents probants, il est évident que ça peut essaimer au niveau des structures universitaires, mais aussi l'enseignement supérieur privé. Pour cela, nous allons réunir des gens suffisamment différenciés dans plusieurs domaines de formation pour qu'ils réfléchissent sur les emplois potentiels localement, mais aussi sur la qualité de la formation qui permette d'accroître les chances de chacun des formés à pouvoir être pris dans un quelconque emploi. Nous savons que très souvent, on pense que l'emploi, c'est d'être employé. C'est ce paradoxe-là qu'il faut changer. Étudier ne veut pas dire forcément pour être soumis à un emploi. On peut travailler dans un esprit d'entrepreneur et vous savez très bien qu'un produit formé employeur va engranger plusieurs emplois. Il vaut mieux réfléchir employeur que de réfléchir employé. Les gens ne doivent pas subir l'emploi, ils doivent être actifs dans l'entrepreneuriat. C'est ça qu'il faut changer. Des emplois, il y en a, mais des emplois inhérents à l'entrepreneuriat, on va démultiplier par 5 ou par 6, voire par 100 lorsque les entités formées évoluent dans l'entrepreneuriat. Le vice-recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le professeur Alassane Diatta. Nous restons toujours dans l'enseignement. Après Ziguinchor, donc, on fait une petite bifurcation au niveau de Kolda. C'est pour parler du bac technique. Évidemment, les premiers résultats sont disponibles. Sur 49 candidats, 12 sont passés d'office et 24, donc, ils ont ce qu'on appelle l'oral de contrôle. Ils vont passer le second tour. Explication avec le chef de centre. Il est par ailleurs le proviseur du lycée technique de Kolda, Babou Faye, au micro de Emmanuel Bouyanga. Nous avions ici deux séries. La série STG, Sciences et technologies de l'économie et de la gestion, avec 49 candidats, et la série G avec 4 candidats libres. Pour la série G, 4 candidats, 2 absents, une fille, un garçon. Et donc, 2 ont effectivement composé. Et à l'issue donc de ce premier groupe d'épreuves, pour la série STEG, il y a eu 12 admis d'office, dont une mention bien obtenue par un garçon, et 24 admissibles à l'issue des épreuves du deuxième groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tout le monde passe, on le souhaite, au second tour, on se retrouvera avec un taux de 113,9% pour le lycée technique de Kolda. L'année passée, on en était à 80%, une légère baisse qui risque d'être confirmée. C'est vrai, à chaud, on ne peut pas quand même faire une analyse exhaustive des résultats. Les cours se sont déroulés normalement ici au lycée technique de Kolda. Cette année, quand même, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de grève. Mais vous savez, ce n'est pas seulement cet aspect-là. Il y a le niveau des apprenants, il y a le contexte. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. On va sereinement analyser, comme on le fait chaque année, les résultats et se projeter vers l'avenir. Babou Faye, c'est le proviseur du lycée technique de Kolda. Je rappelle donc ces chiffres, 49 candidats, 12 sont passés d'office, 24 donc vont faire l'oral de contrôle. Ça veut dire que 13 sont complètement out. En tout cas, parmi ces 24 qui vont passer l'oral de contrôle, on souhaite en tout cas qu'ils réussissent à cet examen. Et peut-être demain, ils pourront être employés au niveau de la Sénélec. Mais attention, la Sénélec, c'est la Société nationale d'électricité du Sénégal qui électrise les humeurs au Sine. La raison des délestages répétitifs impactant négativement sur la distribution de l'eau. Des travaux entamés à Niakhar, c'est à 23 km de Fatick commune, serait la cause de ces perturbations. En tout cas, les populations commencent à trinquer, comme on dit. Le point avec Tida Sané. À Fatick commune, les coupures d'eau et d'électricité ont repris de plus belle. Les ménages peinent à avoir le liquide précieux à cause d'une baisse de tension notée ces 2 jours. Ce gérant d'hôtel est venu se plaindre à la Sen'Eau où le bruit du groupe électrogène nous accueille. Depuis 2 jours, oui. Vous n'avez pas d'eau? Il n'y a pas d'eau. Et tous les clients finalement sont partis et ils demandent même le remboursement de ce qu'ils ont avancé. Voilà, c'est un problème. C'est récurrent ici à Fatick? C'est récurrent à Fatick. Vous l'avez constaté depuis combien de temps? Oui. Presque 3 jours, 3-4 jours comme ça. Hein. Bon. Vous n'avez ni d'eau ni d'électricité? Et pourtant, même il y a des maisons à côté qui ont de l'électricité. Et c'est incompréhensible de la part des clients. Ils pensent que c'est de notre faute alors que... Interpellé, le chef d'agence de la Sénélec impute ces désagréments à des travaux d'extension effectués au niveau de la centrale de Niakhar, Maktar Diop.
la ville de Fatick, donc c'est la centrale électrique de Niakhar qui nous alimente. Donc comme on l'avait mis en arrêt pour donc des opérations donc d'amélioration, comme vous le savez, donc la mécanique a besoin donc de maintenance. Mais au départ, l'objectif n'était pas de couper carrément la ville, mais on était repris à partir de la centrale de Kahone. Maintenant, cette reprise-là a connu quelques pertes de phase. En plus de cela, il ajoute qu'un câble de la Sénélec a été endommagé. Entre la centrale et la station Total, il y avait des gens qui creusaient là-bas. Donc c'est eux qui ont endommagé le câble. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas déclaré. Donc souvent, nous, on a ce genre de problème. Le chef d'agence de Sen'Eau se dédouane. Selon lui, le problème dans la fourniture d'eau notée est dû également à ces baisses de tension. Tida Sané, Fatick, Radio Sénégal. Tida Sané à Fatick, la Sénélec donc qui lutte contre ces coupeurs de câbles, comme on dit. Ici à Dakar, c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui lutte contre ce qu'on appelle la troisième vague. Et là, l'option la plus claire, c'est la souveraineté vaccinale, permettant aux Sénégalais d'accéder aux doses. Et pour pallier au manque, mais également aux ruptures, le Sénégal, par le biais de l'Institut Pasteur, va prochainement se lancer dans la production de vaccins anti-Covid. Assurance du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. L'enjeu est un enjeu de prise de conscience collective, c'est déjà le cas, mais c'est un enjeu de rappel pour qu'on ne baisse jamais les bras. Et j'insiste sur le mot jamais, qu'on ne baisse jamais les bras, qu'on soit toujours effectivement donc de garde pour pouvoir véritablement donc sortir la Covid-19 de notre pays. Je note un élément important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'ensemble des variants chez nous. Les 4 variants sont présents, ce qui veut dire que les Sénégalais doivent le savoir et se dire qu'il faut absolument être plus vigilant dans la prévention. La prévention, ce sont les mesures barrières, surtout le port systématique du masque. Il y a un élément aussi essentiel, c'est la prévention par la vaccination. Au début, il y avait beaucoup de réticences. Heureusement, nous avons remarqué ces derniers temps que les Sénégalais sont venus en masse pour réclamer la vaccination. Dans les semaines qui viennent, nous allons recevoir 300 000 doses de Sinopharm et il y a une perspective d'en recevoir du Johnson & Johnson, mais aussi avec l'initiative COVAX pour compléter la deuxième dose de ceux qui ont pris AstraZeneca. Il y a aussi un élément important d'espoir et de souveraineté sanitaire. C'est pour le Sénégal, avec l'impulsion du chef de l'État, notre perspective très bientôt de faire de la production vaccinale avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur va donc produire des vaccins contre la Covid-19 et on est très avancé sur le sujet et je crois que le Sénégal, sur ce point-là, va être un champion à la matière. Propos recueillis par Mariama Mané, c'était en marge d'une émission spéciale ce jeudi, vous l'avez suivi, et sur la RTS, à la radio mais également à la télévision. Abdoulaye Diouf Sarr, donc ministre de la Santé et de l'Action sociale, était venu discuter sur les ripostes pertinentes face à la recrudescence des cas de Covid-19 ici au Sénégal. Voilà pour l'état de lieu, en tout cas pour la santé. On va faire maintenant l'état de lieu en Afrique, mais cette fois-ci en matière de droit. L'Association sénégalaise des droits constitutionnels pose le débat à travers un atelier de 2 jours sur le thème État de droit et minorité en Afrique. Occasion saisie par le président de cette association sénégalaise de droit constitutionnel. C'est pour camper la situation de notre pays, le Sénégal. Abdoulaziz Dabakebe est au micro de Djordja Cissé. Les questions qui seront soulevées ici entrent parfaitement dans la vision stratégique de l'ASDC, c'est-à-dire favoriser la production scientifique en droit constitutionnel, intensifier les échanges d'expériences par la tenue de colloques, de rencontres ponctuelles, d'auditions de professeurs et praticiens du droit constitutionnel. Les interventions vont permettre également aux différents participants de se familiariser avec le droit constitutionnel comparé. Je suis convaincu que les perspectives de partenariat entre l'ASDC et votre structure seront très bénéfiques pour la défense et la promotion de l'état de droit. La constitution sociale d'un pays est plus importante que sa constitution politique, avait écrit Maurice Horiou. Si la constitution politique fixe le statut du pouvoir, la constitution sociale traduit dans sa figure démotique les aspirations, l'identité et la diversité nationale, et donc constitutionnalise des symboles d'appartenance, des langues officielles et nationales, des autonomies, des droits pour les minorités, des éléments de l'histoire réelle ou mythique, ce qui fait lien et ce qui se distingue, affirme le professeur Kofi Adzinounou dans une belle contribution intitulée « Le droit constitutionnel démotique ». Radio Sénégal, les sports.
19 minutes après 22h, la page sportive au menu du football. Soulagement en tout cas à Diourbel. Le stade Ely Manel Fall va rouvrir ses portes. Les férus donc du ballon vont à nouveau se régaler avec des matchs de football. Et puis du basket, le mondial U19. Ce vendredi, c'est-à-dire dans quelques heures, quart de finale, le Sénégal va affronter les États-Unis. C'est un match en tout cas alléchant. On voit tout cela avec Ndeye Diouf. Nous commençons cette page des sports par le basket avec le mondial des U19 en Lettonie. Les affiches des quarts de finale qui vont se disputer ce vendredi à Riga. Le Sénégal fera face aux États-Unis à 15h. Un match donc qui sera âprement disputé. Les Sénégalais, je le rappelle, ont éliminé le pays hôte, la Lettonie, en huitième de finale 74-44. Tandis que les États-Unis ont éliminé la Corée 60-132. Sénégal, États-Unis donc pour ces quarts de finale. C'est ce vendredi à 15h les autres affiches. Dès 9h, l'Espagne fera face au Canada et à 12h, la Lituanie fera face à la France. La dernière affiche, ce sera à 18h entre la Serbie et l'Argentine. Et nous parlons football, infrastructure plus précisément avec la Sonacos de Diourbel qui va de nouveau pouvoir recevoir à Ely Manel Fall après 4 années sans pouvoir supporter à domicile son équipe Fagnon. Les Diourbellois donc pourront dès ce lundi les revoir à l'œuvre. La pelouse a fini d'être posée au niveau de Ely Manel Fall et la Fédération sénégalaise de football a octroyé quelques 2000 chaises tribunes au stade. Nous écoutons Joseph John. Une bonne nouvelle pour les férus du ballon rond ici à Diourbel, contenue dans une correspondance de la Ligue sénégalaise de football professionnel sous couvert Fédération sénégalaise de football datée du 7 juillet 2021 et signée Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel en ces termes, je cite: suite à la fin des travaux de pose de la nouvelle pelouse du stade Ely Manel Fall de Diourbel, la rencontre Sonacos de Diourbel contre Demba Diop FC, comptant pour la 24e journée de la Ligue 2 de football, initialement prévue le dimanche 11 juillet 2021 à Fodewad Sali, est reprogrammée le lundi 12 juillet 2021 au stade Ely Manel Fall de Diourbel à 17h. Fin de citation. Ce qui a poussé certains supporters ici à Diourbel de la Sonacos surtout d'exprimer leur grande joie, ce après 4 années sans pouvoir supporter leur équipe Fagnon ici à Diourbel. Ainsi, la rencontre de la finale régionale même y est même prévue pour ce 10 juillet 2021. Ajoutons que 2000 sièges de tribunes octroyés par la Fédération sénégalaise de football sont en train d'être posés dans les tribunes du stade Ely Manel Fall de Diourbel. Un bonheur et un confort pour les supporters et férus du ballon rond ici à Diourbel. D'où vous a parlé Joseph John pour Radio Sénégal. La Sonacos donc va recevoir ce lundi pour le compte de la 24e journée de la Ligue 2 Demba Diop FC. Ce sera à Ely Manel Fall à partir de 17h. Et puis sur l'international, Diego Simeone prolonge à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2024. Arrivé en 2011 sur le banc, l'entraîneur argentin va ainsi bientôt célébrer près de 10 ans de réussite avec les Colchoneros et élargir un palmarès déjà bien fourni. Il a remporté 8 titres avec l'Atlético, 3 Ligues Europa, 2 Supercoupes d'Europe, une Coupe du Roi, une Supercoupe d'Espagne et un titre de champion cette année. Il est ainsi l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Pour ce qui est de l'Euro, avant la finale, l'UEFA a annoncé ce jeudi avoir ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de l'Angleterre, ceci au lendemain de la qualification de la sélection anglaise aux dépens du Danemark. Au terme d'une prolongation et d'un pénalty accordé à l'Angleterre qui a fait couler beaucoup d'encre, plusieurs faits ont été notifiés par l'instance européenne. Il est question d'utilisation d'un pointeur laser par les supporters anglais, d'une perturbation causée par ces mêmes supporters pendant l'hymne national danois et d'allumage de feux d'artifice toujours par les supporters anglais. Pour rappel, l'Angleterre qui n'a encore jamais remporté l'Euro en est à sa toute première finale dans cette compétition. Elle va jouer ce dimanche à domicile à Wembley où près de 60 000 spectateurs sont attendus. Seuls 1000 fans de la Nationale seront autorisés à assister à cette rencontre à cause de la pandémie. Et puis pour terminer, les JO de Tokyo, c'est maintenant officiel et acté. Les différentes épreuves de ces Jeux Olympiques de Tokyo vont se dérouler sans spectateurs. Le gouvernement japonais en a fait l'annonce ce jeudi en raison de l'augmentation des cas de Covid-19 dans la capitale nippone qui a conduit à la mise en place d'un nouvel état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de ce lundi et jusqu'au 22 août. Un dispositif qui englobe donc toute la période des Jeux qui, je le rappelle, démarre le 23 juillet pour prendre fin le 8 août.
les couleurs sénégalaises dans ces rendez-vous olympiques seront défendus par 12 athlètes avec comme tête de file Mbagnick Ndiaye du judo. C'est tout pour cette page des sports. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. 24 minutes après 22h. Ce jeudi donc, El Hadji Medoune, comme dit l'adage, la nuit porte conseil. Direction la terre des braves hommes, c'est-à-dire Kédougou. Là-bas, les orpailleurs, ils font la pluie et le beau temps à Bandafassi et dans ses environs. Régulièrement donc, on enregistre des meurtres, des assassinats. Dernière en date, ces 2 jeunes qui ont été carrément liquidés froidement sur la route entre Djigou, Djankha et Kédougou. Et qu'est-ce qui se passe réellement sur la terre des hommes? La situation est-elle hors de contrôle pour les forces de l'ordre? Que faire de l'orpaillage clandestin? Saher Ndaw, c'est le gouverneur de Kédougou. Il se prononce donc sur toutes ces questions. Il est notre invité. Il est à vous, Oscar Tendeng. Gouverneur Saher Ndaw, des individus encagoulés selon des témoignages ont tiré à bout portant sur 2 Jakartaman, des Tiandicou, et emporté par devers eux des portables et une certaine somme d'argent. Y a-t-il pas lieu de s'inquiéter par rapport à la sécurité des personnes et des biens dans cette région? Merci beaucoup, Oscar. D'abord, nous déplorons et nous condamnons fermement ce qui vient de se passer avec 2 assaillants qui ont sauvagement agressé et tué 2 jeunes orpailleurs. Donc vraiment, nous condamnons fortement cet acte qui a été perpétré. Nous nous inclinons aussi devant la mémoire de ces disparus. Mais je voudrais rassurer toutes les populations de Kédougou pour leur dire que la sécurité au niveau de Kédougou est garantie. C'est une sécurité qui a été renforcée et assurée à tous les niveaux. C'est vrai que un braquage, c'est souvent un acte qui peut être prémédité, mais qui peut échapper quand même à certains contrôles parce qu'on ne sait pas au moment où ça s'est programmé. Mais cela ne doit en nullement inquiéter les populations. Nous avons depuis longtemps renforcé la sécurité au niveau de la frontière, la sécurité au niveau de la ville, parce que aussi les patrouilles de police ont été multipliées. Même l'armée maintenant mène des patrouilles de nomadisation pour un peu renforcer la sécurité parce que nous connaissons la sensibilité de notre région. C'est pourquoi on a renforcé tous les secteurs et les moyens et les possibilités d'insécurité ont été dénichés. Donc nous voudrons rassurer les populations pour leur dire que toutes les mesures seront mises en œuvre pour d'abord arrêter ces assaillants, mais ensuite que la sécurité au niveau des populations est une situation réelle, qu'elle est là et que ça va continuer à être assuré comme il se doit. Quoi qu'il en soit, la peur est là. Avec ce qui se passe au Mali, les populations n'ont-elles pas raison de demander une sécurité de proximité telle que la présence des forces de sécurité et de défense dans les zones aurifères, dans les zones les plus reculées, mais également le renforcement au niveau des villes, l'effectif de la police. La sécurité au niveau de la frontière et des zones aurifères a été renforcée. Beaucoup a été vraiment fortement renforcée. Maintenant, l'armée est bien présente dans la frontière et avec ses patrouilles qu'il mène, parvient quand même à démanteler. Maintenant, ce qu'il faut dire dans les zones aurifères, ce qui cause beaucoup de difficultés dans le cadre de la prise en charge sécuritaire, c'est ce qu'on appelle les sites d'orpaillage clandestins que nous sommes en train de combattre et de démanteler. Ce sont ces sites d'orpaillage clandestins qui se fait souvent dans une zone très reculée où personne ne peut accéder, mais où il y a ce qu'on appelle une complicité des populations qui ne signalent rien, qui ne disent rien. Tant que tout se passe bien, ils ne disent rien. Maintenant, s'il y a des problèmes d'insécurité ou des éboulements, c'est à partir de ce moment que les autorités, que nous sommes au courant. Et nous continuerons quand même cette action de démantèlement des sites clandestins, mais nous demandons l'accompagnement des populations pour que vraiment qu'ils sachent que ces sites clandestins sont des nids d'insécurité. Ça augmente l'insécurité. Et vous savez, dans un site clandestin que nous ne connaissons pas, il est difficile de planifier une sécurité. Et donc, non seulement le site, mais tous les chemins qui mènent à ce site peuvent être des zones d'insécurité. Et c'est là où nous demandons l'implication totale des populations pour qu'ils sachent que ce ne sont pas ces sites clandestins qui vont leur donner beaucoup de fortune ou d'argent, mais ce sont des sites qui renforcent l'insécurité et qui augmentent peut-être les faits d'insécurité que nous observons. Et là, nous devons ensemble voir que l'exploitation aurifère est autorisée suivant certaines conditions. Ce que nous voulons, c'est demander aux populations de se formaliser, qu'on puisse les organiser et qu'ils détiennent les autorisations nécessaires pour exploiter. À partir de ce moment, nous prenons ce site qui est autorisé comme étant un site à sécuriser. Et je pense que à partir de ce moment, toutes les actions que nous allons mener dans le cadre de la planification sécuritaire prendront en compte ces sites. Mais si les populations accompagnent certains dans des actions clandestines,
ça pose des difficultés pour la prise en charge sécuritaire. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des populations pour qu'on cesse quand même d'ouvrir ces sites clandestins qui causent d'énormes difficultés d'abord pour un peu ce qu'on appelle dans le cadre de l'environnement, mais aussi posent d'énormes difficultés pour rassurer les populations dans cette sécurité, parce que dans ces sites vous trouvez n'importe qui et n'importe quoi. Donc on est en train de faire le maximum pour vraiment ratisser ces sites, pour les démanteler, et les forces de défense et de sécurité vont continuer dans cette dynamique quand même de restauration de la sécurité et de rassurer les populations davantage. Gouverneur Saher Ndao, merci. Je vous remercie. 22h30 pile. Merci au gouverneur de Kédougou, Saher Ndao. Merci également à Oscar Tendeng. C'est comme ça que je l'appelle. Le rappel du sommaire. Au niveau de la poste du Sénégal, la lettre, décidément, n'arrive plus à passer, du moins si l'on en croit la version des syndicalistes maison. Ils ont marché ce jeudi à Dakar, mais également à Fatick. L'entreprise, pour eux, est au bord du gouffre. Le syndicaliste maison, Salif Ning. Les postiers sont dans la rue pour dénoncer la politisation de la poste, pour dire non aux réformes entreprises par l'État, menacent les emplois des travailleurs. La prochaine étape, on va exporter le combat au niveau international, où en tout cas l'ensemble des organisations internationales auxquelles on est affilié se sont saisies de cette question-là. Voilà, le courrier est départ. Maintenant, le courrier arrivé. C'est la direction qui répond. En somme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Membre de la cellule de communication, Elhadji Maram Faye. Il est totalement faux d'affirmer qu'un plan social est prévu par la Poste. Un plan social, s'il devait avoir lieu, doit être prévu par le gouvernement. Cette question n'a jamais été à l'ordre du jour. Aucun emploi n'est menacé. Il n'y a pas de plan social et un seul postier n'est pas susceptible aujourd'hui d'être sorti de perdre son travail. Voilà pour ce qui est de la Poste. Pendant ce temps, face à la troisième vague de la Covid-19, quelle parade! C'est la vaccination à grande échelle, d'où la souveraineté sanitaire ou vaccinale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. C'est pour le Sénégal, avec l'impulsion du chef de l'État, notre perspective très bientôt de faire de la production vaccinale avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur va donc produire des vaccins contre la Covid-19 et on est très avancé sur le sujet et je crois que le Sénégal, sur ce point-là, va être un champion à la matière. Un grand merci à toutes les équipes mobilisées jour et nuit de Radio Sénégal à Dakar et dans les régions. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez toujours dans l'amour de la radio-télévision du Sénégal. Un grand respect également ici à Dakar, à toute la rédaction centrale, les chefs de département, les rédacteurs, les réalisateurs, les preneurs de son, les monteurs audio, les reporters, les stagiaires et nos vaillants chauffeurs. Mention spéciale également au Noctambule 22h. C'est pour l'accompagnement et la fidélité au quotidien. Ils sont toujours avec nous. 1000 fois merci et chapeau bas à travers ce calendrier sonore. Le mondial des U19 en Lettonie. Ce vendredi à Riga, le Sénégal fera face aux États-Unis à 15h. Donc on est en train de faire le maximum pour vraiment ratisser ces sites, pour les démanteler, et les forces de défense et de sécurité vont continuer dans cette dynamique. Gouverneur Saher Ndao, merci. Je vous remercie. C'est parti pour la session extraordinaire 2021. L'Assemblée va commencer par l'examen du projet de loi portant code électoral. Tida Sané Fatick, Radio Sénégal. Et merci à l'équipe des tirailleurs. Ils étaient 3, maintenant ils sont 4. Mais le troisième, il nous a fait faux bon. Il est parti en congé, vous le saurez tout à l'heure. Le premier, en tout cas, c'est un Baye Fall. Il s'appelle Elhadji Baye Medoune Fall. Il est sur Radio Sénégal International. Le deuxième, c'est le tonton des Noctambules. C'est Tons, Jérôme Habib Diouf. Il est en national. Et puis le troisième, c'est Seydina Sow Al-Almin. Il est parti en congé. Donc il a été remplacé par le quatrième tirailleur. Il s'appelle Alex Machendiaye. Il est au centre de distribution. C'est un grand danseur d'Engueros. On ne les oublie jamais, les princes et princesses de Radio Sénégal. C'est Dakar FM avec le prince en chef Didier. Merci beaucoup Didier. Et puis la princesse Fatima Ndiaye Diop, les princes Masek Gassama, Thierno Ndiaye, Demba Sarr et les saltigués du Sine, Djekdjam Diouf. Réalisation, c'est le lion du journal parlé comme d'habitude. Et Samaï, c'est Ibrahim Khalil Goudjabi. Merci beaucoup. Ali Ndiaye Diouf, Goudi Fanane Pikine, mais on est encore là. Jusqu'à 0h, c'est pour vous présenter donc la dernière actualité. Et puis les programmes vont prendre le relais tout à l'heure. 94.5 FM, c'est la fréquence bonheur de Radio Sénégal. Dakar FM, le maître des platines, le coach sentimental. C'est le DJ des papis et des mamies. Il s'appelle Abdul Khadr Djelani Mbakebari, c'est DJ Jadre. Il est à vous dans un instant dans sa production Sunugal. Et puis sur la chaîne nationale, clin d'œil à notre ami, Cheikh Ahmed Tidiane Ying.
ñi ñu ngi ziar bu baax a baax. C'est 100% en tout cas religieux, vous le savez, nous sommes jeudi. Vous aurez des causeries dans nos langues nationales, des gamous, des ziars et puis beaucoup de zikr. Et puis sur Radio Sénégal International également, c'est du religieux. Le message du Coran, il faut bien l'écouter avec le oustaz qui vient de Thiès, Mohamed Chérif Diop. Il sera suivi de Wartanou Dîner avec oustaz Ibrahima Silla. Bonne écoute sur les antennes de Radio Sénégal. Sénégal Rec, RTS Rec.